Eh bonjour mes schtroumpfs protestants du Gibraltar, comment allez-vous? On est là aujourd'hui pour mes analyses et prédictions complètes de l'UFC 272, Covington, Masvidal, la grande rivalité qui va finalement se conclure dans un combat qui ne m'excite pas du tout, je dois vous le dire d'avance. Je m'en sac de ce combat-là, les chums, vous avez aucune idée comment je m'en sac, mais je suis quand même là pour vous offrir mes analyses et prédictions complètes pour cette carte-là. Un pay-per-view qui, tu sais, je ferai pas mon rabat-joie, là, j'arriverai pas ici en chiant sur la carte parce que c'est une bonne carte. Tu sais, c'est une bonne carte top to bottom. Mais c'est pas un pay-per-view qui m'excite. Malheureusement, le combat que je voulais vraiment voir, c'est le combat qui a été cancellé. Puis oui, il y a des gars qu'on connaît, il y a des match-ups intéressants qui veulent dire de quoi pour le futur. Malheureusement, pas dans le main puis dans le co-main event, selon moi. Puis c'est rough, un pay-per-view que tu es supposé de payer pour, qu'on va payer pour, hein. On a des bons gens, là. Il y a personne ici qui stream ni rien, là, j'espère. Hey, hey, si jamais, tu sais. Mais non, c'est ça, il manque un petit quelque chose. J'ai l'impression que c'est une carte pour les casual fans. Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire. Tu sais, les casual fans, Colby Covington, Jorge Masvidal, deux noms qu'ils ont entendus. Puis là, ils voient les promos, puis la conférence de presse absolument horrible que j'ai pas écouté, mais que juste à voir les tweets du monde, ça avait l'air d'être une des pires de l'histoire. Puis ça s'ostinait sur how does a bill become a law, là, puis des affaires normalement. En tout cas, regarde, cette petite gang d'attardés mentaux. Mais tu vois ça en tant que casual fan, t'es genre deux anciens roommates qui saillissent maintenant. Oh, gros storyline, c'est intéressant, c'est deux noms que je connais. Quand tu es un hardcore fan, comme la majorité de ceux qui sont en train d'écouter en ce moment, c'est comme, est-ce qu'il y a beaucoup d'intrigue à ce combat-là? Est-ce que vous êtes vraiment intrigué par le main event, Colby Covington, Jorge Masvidal? Parce que personnellement, je ne le suis pas. Je ne le suis pas, même si j'ai des questions par rapport à Colby Covington. Je ne vous le cacherai pas. Deux derniers combats de Colby ont été bizarres. Son combat revanche contre Kamaru Usman, je peux comprendre, tu sais, pourquoi il est arrivé avec une approche un peu plus calculée parce que le gars, il a beau dire ce qu'il veut, il s'est fait casser la mâchoire dans le premier combat. C'était brutal, de la manière dont il s'est fait finir. Donc, c'est sûr que comme quand tu viens de te faire finir comme ça, tu t'es fait faire mal comme ça, tu essaies peut-être d'être un peu plus prudent quand il y a un rematch contre le même homme. Par exemple, le fait qu'il arrive et qu'il soit vraiment plus prudent contre Tyron Woodley dans son combat d'avant, dans l'état qu'on sait, tu sais, l'état de la carrière de Tyron Woodley, même au moment où il a affronté Colby Covington, je pense pas qu'il y a personne sur Terre qui se disait ah ouais, Tyron va être compétitif avec Colby. Puis, mais pourtant, Colby il est comme depuis qu'il est parti d'ATT et qu'il est au MMA Masters, semble un peu avoir pas dire abandonné parce qu'il a un peu retrouvé ce style-là dans les deux derniers rounds là, contre Ousmane, mais vraiment le style Covington où son arme principale est son pace. Parce que oui, Colby Covington, c'est un bon lutteur. C'est principalement ça qu'il fait, puis tout, mais c'est pas son arme première. Son arme première, c'est son pace. C'est le gars qui lance 175 coups par round, puis qui est constamment dans ta face, puis qui met énormément de pression, puis qui lance tellement que tu peux pas vraiment confortablement counter, tu peux pas confortablement retourner ses attaques parce que non, il te fait pas mal, mais il te met toujours de quoi d'en face, que ce soit un jab, que ce soit une straight, lance beaucoup de 1-2, va shooter pour des takedowns souvent, essayer de te grinder un peu contre la cage. Tu sais, c'est vraiment un bon style qui l'a emmené très loin, là. On s'entend qu'il l'a emmené dans un combat qui était excessivement serré contre Kamaru Usman jusqu'au moment où il s'est fait finir dans ce combat-là. Puis, je sais pas, man, j'ai l'impression que si Colby arrive puis lutte pas trop puis essaie d'être plus prudent puis pique ses shots, oui, il est tough, oui, il a un excellent menton, mais Jorge Masvidal a déjà knocké du monde qui avait des excellents mentons. Puis j'ai l'impression que c'est comme la seule manière que Colby peut arriver puis fuck around puis perdre ce combat-là. Parce que si Corey dit Colby, c'est-à-dire il dit fuck that, moi je fais juste lutter dans ce combat-là, il va gagner.
Jorge Masvidal, c'est le maître là, de se faire reculer le dos contre la cage puis de pas tant faire grand-chose parce que là, ben, tu me fais pas mal, donc je suis pas en train de perdre, puis de juste coaster là, puis de pas, oui, défendre tes attaques parce que Jorge Masvidal, il faut se le dire, c'est un bon lutteur, mais c'est un gars qui se laisse trop. Tu sais, c'est tellement quelqu'un qui pourrait utiliser sa lutte pour rester debout puis rester dans le domaine où il est le meilleur, c'est-à-dire en striking avec ses points où il frappe très fort puis il est capable de tellement bien timer des attaques qu'il peut littéralement passer le KO à n'importe qui s'il réussit à avoir l'opportunité de le faire. Mais en tout cas, j'ai l'impression que si Colby arrive et dit je ne fais que lutter, il va gagner facilement. Si Colby arrive et dit moi je mets le pace le plus débile puis je lance 413 coups par ronde comme il a fait contre Robbie Lawler, comme il a fait contre Rafael Dos Anjos, comme il a fait contre beaucoup d'autres gens, euh, il va gagner facilement parce que, comme on dit, Masvidal, c'est trop. C'est un bon combattant, mais il faut qu'il ait le temps debout d'essayer de set up ces choses. Tu ne laisses pas aucun temps, puis tu mets énormément de pression pour lui. Il va se reculer lui-même contre la cage, puis ça va devenir un problème pour lui à la longue dans ce combat-là. Donc, tu sais, il n'y a pas beaucoup de façons dont Jorge Masvidal gagne ce combat-là, selon moi. Mais de voir Colby dans ses 2 derniers combats, puis oui, contre Ousmane, il a juste un moment donné décidé que ça marchait pas ça, puis qu'il revenait au bon vieux Colby. Puis, ouais, t'as vu, là, il s'est mis à gagner des rondes contre Kamaru Usman. Donc, t'as l'avantage de Colby, mais j'ai une petite crainte à quelque part qu'il essaye vraiment de travailler dans un nouveau style où il est un peu moins crazy. Puis c'est son meilleur arme, son pace, c'est ça qui a fait de lui, selon moi, le deuxième meilleur welterweight au monde. Le combattant que je vois pas vraiment quelqu'un d'autre que Kamaru Usman battre présentement. Donc, c'est sûr que je pique Colby. Puis tout, une autre grosse affaire, le gros affaire dans ce combat-là, c'est le fait que c'est des partenaires d'entraînement. Puis on en a vu récemment des combats où c'est des anciens training partners qui s'affrontent. Puis dans tous les cas, c'est quand tu t'entraînes avec quelqu'un comme, tu sais, Colby puis Masvidal, c'était pas une joke là, que c'était des roommates puis qu'ils vivaient ensemble puis qu'ils étaient toujours ensemble puis que c'était les 2 gars qui s'entraînaient ensemble dans le gym, tu sais. Pendant les cours, ils étaient ensemble pour driller les reps puis après ça, ils faisaient beaucoup de rolls ensemble, beaucoup de sparring ensemble. Fait que ces gars-là se sont battus un contre l'autre 100 fois, 1000 fois. Puis il y a une dynamique qui s'est créée entre les deux. Puis cette dynamique-là, dans le combat, elle va avoir lieu. Comme Gilbert Burns contre Kamaru Usman. Ou Usman l'a clairement dit dans le fin du combat. Je le savais ce qui allait arriver. C'est tout le temps ça qui arrivait dans le gym. Gilbert Burns sort en malade, puis me fait mal. Puis là, il faut que je reprenne un peu ma composure. Puis après ça, je réussis à avoir le dessus sur lui. Comme Cyril Gann, Francis Ngannou, que clairement, dans les genres de petites vidéos de sparring qu'on a vu, même s'il était édité selon Francis, tu vois que Cyril est le gars qui se déplace en l'entour puis il lène le plus de strike. Mais quand Francis décide qu'il rentre avec quelque chose de puissant, c'était dur pour Cyril d'éviter ça, qui fait que Francis Ngannou le savait dans le back of his mind, que s'il voulait juste être le gros gars fort, que ce soit avec son power ou que ce soit juste en prenant le gars et en essayant de physiquement l'amener au sol, physiquement faire quelque chose, Francis savait qu'il y avait ce edge de power-là, de physicalité-là sur Cyril Gann. Puis c'est ça qui a fini par faire type le combat en faveur de Francis Ngannou. Donc, il y a une dynamique là, qui est créée entre Jorge Masvidal. Jorge Masvidal et Colby Covington, aujourd'hui même, le savent comment ça se passe un combat contre Jorge Masvidal ou Colby Covington. Puis honnêtement, de tous les vidéos que j'ai vues, de tous les extraits que j'ai vu Colby Covington en train d'out-wrestle the fuck out of Jorge Masvidal. Fait qu'honnêtement, là, c'est Colby Covington par décision ici. J'ai même l'impression que ça fait trop longtemps que j'en parle, les gars. Ça nous mène au co-main event de la soirée entre Rafael Dos Anjos et Renato Moicano. Un autre combat de 5 rounds qui mène. Je peux pas vous cacher que je suis déçu, là. Props à Moicano, mais écoute, la semaine dernière, on a vu un peu c'était quoi un main event de comme un très très bon combattant sur un full cam contre un autre assez bon combattant, mais pas sur un full cam. Puis c'est de ça qu'on a ici, les chums, malheureusement. Je veux pas parler de Islam
qui allait peut-être prendre ce combat-là, peut-être pas. Nanana, ça, on va en parler sur le podcast là, avec Greg. Peut-être même demain, lors du live stream, un peu si vous posez des questions par rapport à ça, mais peut-être plus sur le podcast. Fait que, tu sais, je veux pas rentrer là-dedans. C'est sûr que quand que tu penses en début de semaine que tu vas peut-être avoir finalement RDA contre Makhachev, puis tu finis avec RDA contre Moïcano, c'est dur de pas être un peu déçu. Surtout que Moïcano vient de faire littéralement comme 20 heures de vol de Brasilia à Vegas. Puis là, il s'en va couper du poids pour un combat de 5 rounds. Est-ce que le gars s'entraînait? Parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'il s'est battu. Puis vous savez, souvent, les fighters, après leur combat, prennent une semaine ou deux pour devenir fat. Puis après, ils reviennent au gym. Mais quand ils reviennent au gym, ils sont plus en fight shape. Là, puis ça fait comme 1 mois après son combat. Fait que oui, il a sûrement recommencé à s'entraîner, d'être dans le sens d'être au gym, être aux pratiques, travailler ses techniques. Mais est-ce que le gars, il est en camp intense? Est-ce que le gars, il est en fight shape ou il vient de perdre son fight shape puis il recommence à s'entraîner tranquillement, pas vite? Fait que, tu sais, il y a beaucoup de variables. Puis, tu sais, Rafael Dos Anjos va mettre la pression, va le coller contre la cage. Renato Moicano, c'est un gars qui, debout, un style à la cowboy un peu, tu sais, se tient très haut sur ses pieds, très upright. Est quand même un bon kicker, mais on l'a vu dans ses derniers combats. Il faut surtout à lightweight, il faut qu'il amène quelqu'un au sol, puis qu'il le soumette. Puis je pense pas qu'il va être capable de take down RDA. Puis s'il est capable de take down RDA, je pense pas qu'il va être capable de soumettre RDA. Fait que ça a l'air de Rafael Dos Anjos par décision ici. Peut-être même, honnêtement, par soumission. Ça me surprendrait pas. Ou par TKO, là, mais tu sais, vraiment attrition TKO. Là, on a Dos Anjos qui, à quelque part, au fin du 3e, 4e round, peut-être même au 5e, a tellement passé de temps on top, a tellement passé de temps à contrôler Moïcano sur la cage que, comme j'ai dit, le gars, moi, je pense pas qu'il arrive là en fight shape là, du tout, Renato Moïcano. Donc, 5 rounds à avoir, à porter RDA sur toi, qui est un des très bons grapplers, qui est un des très bons pressure fighters qu'on a vu. Je pense que ça va être dur. Je pense que c'est un très bon match-up pour RDA. Fait que ça se pourrait, leur late finish, peut-être par un rear naked choke, un side choke, très bon side choke, Rafael Dos Anjos. Donc, une soumission comme ça, ou peut-être un TKO, c'est prendre une bonne position. Moïcano est vraiment trop exhausted pour se rendre jusqu'au final bell, mais je pense que Dos Anjos, moi, mon pick, c'est par décision. Mais bref, j'ai Dos Anjos quand même facilement ici. Ensuite, Edson Barboza, Bryce Mitchell, ça, c'est un bon combat. Ça, c'est un combat que je suis down avec. Tu sais, des combats comme Dos Anjos Moïcano, c'est bien, ça arrive. On était supposé de voir un combat que j'attendais beaucoup contre Fiziev. Là, ça n'a pas lieu, malheureusement. Donc, ils ont trouvé un remplaçant. C'est un combat qu'on connaît, un combattant qu'on connaît. Fait que, je suis down avec ça, mais où s'en va? Si Moïcano gagne, là, oui, il devient ranké, puis nanana, mais si Dos Anjos gagne, ce qu'on pense qu'il va arriver, il s'en va où après ce win-là, Dos Anjos? C'est pas genre, oh, soudainement, t'es en title contention, mon gars. Puis même affaire pour le main event, les deux gars ont perdu 2 fois, littéralement, dans les 2 dernières années contre Kamaru Usman, 2 fois chacun. Fait que ces gars-là ne vont pas se battre pour la belle pantoute. Mais là, on a un combat ici, Edson Barboza, Bryce Mitchell, qui, même si Bryce Mitchell en venait à ne pas gagner ce combat-là, on va apprendre des choses sur Bryce Mitchell. On va voir qu'est-ce qu'il a l'air s'il n'est pas capable d'amener quelqu'un au sol, puis toutes ces affaires-là. Fait que c'est un combat que je pense win or si Mitchell gagne, ben là, on a un nouveau contender dans la division. On a un nouveau top 10 featherweight qui va être prêt à affronter des Cater, des Emmett, des gars comme ça, dans cette division-là. Même des Yair, des zombies s'il perd contre Volkanovski. Puis, comme je dis, si c'est Edson Barboza qui gagne, ben on va clairement apprendre quelque chose sur Bryce Mitchell. Donc, ceci étant dit, je pense que Bryce Mitchell va gagner. Entre vous et moi, les petits chums, je pense que Bryce Mitchell va gagner parce que Edson Barboza, ne gère pas bien la pression. Un peu, j'ai l'impression que c'est un thème là, dans les 3 combats principaux de cette carte-là. Parce que tu as Colby Covington, un gros pressure fighter, contre Masvidal, quelqu'un qui, quand tu lui mets trop de pressure, gagne souvent pas. Même affaire pour Rafael Dos Anjos, un pressure fighter qui va de l'avant, man, qui descend pour des gros takedowns, puis qui veut te coller dans la cage, puis être rough avec toi, puis te faire porter son poids. Puis, fait qu'un pressure fighter encore aussi. Puis Edson Barboza, excellent combattant, mais il a besoin d'un peu son temps at range pour timer ses affaires. On l'a vu quand il a affronté les Khabib, les Kevin Lee de ce monde. Ça a été dur pour lui.
quand tu es un bon pressure fighter qui va essayer de le grapple. C'est un bon pressure fighter qui fait juste courir après, essayer de l'outstriker comme Benil Dariush a fait, ça se peut qu'il te flying knee dans une autre dimension. Puis écoute, l'affaire qui me fait un peu peur ici, c'est que j'ai vu Bryce Mitchell, là, son gros problème, c'est qu'il stick pas to the plan, man. Genre, des fois, il était comme, tu sais, contre André Fili, ça allait bien, il réussit à des bons takedowns. Je te dis pas que c'était facile comme on pensait que ça le serait. En fait, je pensais jamais que ça allait être facile contre André Fili. C'est un excellent combattant, mais je pense que ça a été un peu plus dur que le monde s'attendait contre Fili. Mais ça marchait quand même, il gagnait. Puis là, un moment donné, au deuxième round, il décide d'abandonner ça, puis se battre debout avec, puis de lancer des au kick bizarres qui se fait absolument taguer en retour. Puis, tu sais, il est tough, il n'a jamais été mis en danger vraiment dans ce combat-là, mais si tu fuck around de même contre Edson Barboza, mon chum, là, tu pourrais, tu sais, il faut qu'il pousse le wrestling game plan. Parce que je pense que dès le début du combat, s'il essaie de hang debout avec Barboza, Barboza va peut-être le kicker dans les jambes, puis le kicker dans les mollets, puis ça pourrait rendre les takedowns plus difficiles pour Bryce Mitchell. Puis aussi, il est pris debout contre Edson Barboza, là, il va se faire piece up, là, ça ne sera pas beau. Puis c'est un combattant qui est assez crafty et qui est assez puissant pour turn les lights off d'à peu près n'importe qui si tu lui donnes trop de temps pour le faire. Donc, Mitchell devrait gagner, en théorie, parce que oui, c'est un. Même si des fois, il arrête de stick to the plan, puis là, on va essayer de me battre debout un peu contre lui pour le fun, puis finalement, il se rend compte que ça marche pas si bien que ça. S'il fait ça, il est cave, là. Fait que je veux pas. Pas que je pense que Bryce Mitchell, on l'a entendu parler des derniers temps, pas que je pense que Bryce Mitchell est la personne la plus intelligente du monde non plus, là. Bien que je pense pas, en tout cas, regarde, on va pas rentrer dans ces commentaires-là non plus, mais je pense, regarde, Mitchell devrait gagner. S'il fuck around, il gagnera pas, puis je serais pas surpris qu'il fuck around, mais Bryce Mitchell devrait gagner. J'ai une décision, encore une fois, ici, pour lui, dans ce combat-là, je pense pas qu'il va passer un twister à Barboza, même s'il prend son dos, il va absolument essayer le twister là, abusivement. Le gars essaie beaucoup trop le twister au sol, mais c'est pas grave, c'est drôle. Je trouve ça bien puissant. On passe ensuite au début welterweight de Kevin Holland face à Alex Cowboy Oliveira. Puis écoute, c'est pas compliqué ici. Mon read, c'est Alex Oliveira, je l'ai vu struggle avec le reach de Randy Brown. Je l'ai vu struggle avec le reach de Nico Price. Je l'ai vu struggle avec le reach de quand même beaucoup de gens. Puis Kevin Holland arrive à 170 et va avoir le plus gros reach dans toute la division. Donc, d'après moi, on va voir un Cowboy Oliveira qui est comme un peu pris at range contre Kevin Holland. Puis ça va vraiment bien pour quelqu'un. Surtout qu'Alex Oliveira, tu sais, dans ses derniers combats, il gas out, mais c'est pas gas out de j'ai trop essayé puis je me suis gas out. C'est gas out que moins le combat va bien, plus tu vois que sa confiance descend puis son jus, son énergie descend en même temps que sa confiance. Fait que je pense que c'est ça qui va arriver. Il va se retrouver pogné à range contre Holland qui va avoir le plus gros reach dans toute la division. Puis, ben, d'après moi, on va voir sa confiance descendre comme ça. Puis, il finit toujours par se faire finir étrangement là, dans ses dernières défaites. Donc, pour cette raison-là, je vais avoir Kevin Holland par TKO. Au troisième round, j'aimerais ça voir un combat de Kevin Holland. J'aimerais ça voir qu'il y ait un peu d'adversité et tout. Peut-être que Cowboy arrive un peu en malade et essaie de le clincher contre la cage, de le rendre raide. Une autre affaire, ça et tout, dans ce combat-là. Pourquoi je pense qu'il faut vraiment favoriser Kevin Holland, c'est qu'il est ben, quand même facile à takedown. Je ne sais pas si à 170, ça va être la même affaire, mais c'est quelqu'un qui n'est pas si facile que ça à takedown du clinch. Si tu le shoots à distance, puis là, tu le back up dans la cage, puis que tu as encore ton shot, puis tu réussis à chain wrestle compléter ton takedown, ça, c'est une affaire, mais si tu essaies de le body lock dans le clinch, puis de le takedown comme ça, et ça va rarement si bien que ça. C'est un très bon clinch fighter qui est capable de lander des bonnes strikes quand même à courte distance, puis Alex Oliveira, c'est généralement comme ça qu'il takedown les gens. C'est pas un bon shot wrestler en tant que tel qui va shooter pour un takedown. C'est plus quelqu'un qui va aller chercher des body locks, va y aller avec des foot trips, des changements de direction pour essayer d'amener les gens au sol. Puis c'est pas la manière que ça marche le mieux contre Kevin Holland généralement. Donc pour cette raison-là, j'ai Kevin Holland, TKO, troisième round. Ensuite, regarde. Vous savez, les chums, je suis pas ici pour pick Greg Hardy pantoute. Fait que vous savez c'est quoi mon pick d'avance, man. Greg Hardy, c'est un des plus mauvais combattants qu'il y a dans l'UFC, mais
Sergei Spivak, oui, autant on l'a vu out-grapple puis soumettre Tai Tuivasa, on l'a vu se faire blaster au premier round sur à peu près le premier punch qu'il a mangé par Walt Harris. Puis, tu sais, Walt Harris puis Greg Hardy, la seule affaire qui ont de différent, c'est qu'il y en a un qu'on aime puis l'autre on n'aime pas. Là. Parce que Greg Hardy est pas très bon, Walt Harris non plus. Walt Harris est énorme, Greg Hardy aussi. Walt Harris est immensément athlétique. Greg Hardy, esti, c'était un joueur défensif dans la NFL. Là. Fait qu'il n'y a pas plus athlète que ça. Puis, il est gigantesque, le gars pèse 290 livres après son fight camp. Donc, il est gigantesque, il est immensément puissant, puis il s'améliore, c'est ça le pire, il s'améliore un peu, même si il partait tellement loin que c'est pas encore un bon fighter, mais autant on a vu Spivak battre des bons fighters qui n'ont pas été capables de le finir, autant on l'a vu se faire finir par des pas si bons fighters que ça, qui sont juste très puissants. Donc, c'est pas si facile que ça, pick Spivak dans ce combat-là, mais je le fais quand même parce que fuck Greg Hardy, man. Il n'y a personne que j'aille plus que lui dans tout le MMA, honnêtement. Là. Fait que fuck ce gars-là. Ensuite, Jalen Turner, Jamie Mullarkey, ça c'est un fight, les chums. Puis parce que Jamie Mullarkey est très bon, est immensément tough. Quand tu parles de quelqu'un qui a la tête dure, le Jamie Mullarkey, il a la tête dure en sacrament. Puis c'est un gars qui a une bonne technique debout, très bonne technique debout, mais il a aussi la tête très, très dure, puis ça fait qu'il n'a pas peur d'avancer. Puis je ne dis pas qu'il est mauvais défensivement, c'est pas le meilleur combattant défensif, mais je pense que c'est à cause qu'il sait qu'il est tough, puis il sait qu'il a un très bon menton, puis qu'il est capable d'avancer, puis prendre la majorité du dommage que ses adversaires sont capables de lui offrir, puis frapper très fort en retour, puis souvent même leur faire assez mal pour leur passer le KO. Donc, c'est un bon match-up ici parce que d'un côté, Jalen Turner a des petites ressemblances avec un Devontae Smith qui est le gars que Jamie Mullarkey vient de battre. Mais il y a aussi des ressemblances avec Fares Ziam, qui est le dernier gars à battre Jamie Mullarkey. Dans le sens que Turner va être très content de sit at range puis d'essayer de pick ses shots puis de lancer une grosse power shot at a time en counter pour essayer de knocker Mullarkey. Chose que Devontae Smith fait. Le problème, c'est que Devontae Smith ne mesure pas 6 pieds 3 puis il n'y a pas genre 13 km de reach comme Jalen Turner. Puis la raison pourquoi je dis que Mullarkey a eu de la misère avec Ziam, c'est que Ziam a juste réussi à être sur son bicycle puis à vraiment lui donner de la difficulté. Oui, avec son lateral movement, mais beaucoup avec son reach. Tu voyais souvent Mullarkey essayer de lancer quelque chose, puis Ziam se retrouvait qu'il n'était pas in range pour toucher, puis il essayait souvent de lancer pour couper le range, puis manger un petit jab d'en face, puis Ziam continuait de circle. Fait qu'il y a de quoi là, il y a de quoi là définitivement. Et puis, tu sais, c'est bizarre parce que Jalen Turner, autant c'est un gars qui s'est fait knocker comme 3-4 fois dans sa carrière. C'est un gars que j'ai vu manger des grosses shots, puis genre de les prendre sans même broncher. Fait que c'est vraiment un bon coin flip, ce combat-là. Moi, la raison pourquoi je vais pick Turner, c'est oui, le reach, qu'on a vu Mullarkey avoir un peu de la misère avec ça contre Ziam, mais aussi le grappling, la lutte. Parce que Jalen Turner, il y a un petit aspect Terrence McKinney à sa game que pas debout parce que McKinney, c'est le genre de long fighter qui se bat pas à range pas en tout, là. Mais il y a un aspect Terrence McKinney où tu regardes le gars, puis tu regardes son frame, t'es genre ça, c'est vraiment un bon striker. C'est vraiment un striker intelligent. Puis clairement, il a l'air d'un gars qui veut rester debout. Puis là, un moment donné, Jalen Turner se met à te lutter, puis tu te rends compte que c'est quand même un bon lutteur, qui a du très bon top control, que comme la majorité des gars de 6 pieds 3 génèrent du sneaky power avec son ground and pound. Donc, j'ai l'impression que l'aspect grappling pourrait venir rentrer en ligne de compte ici, puis finir par donner une victoire à Jalen Turner dans ce combat-là. Ensuite, Marina Rodriguez, Yan Xiaonan. Je ne peux pas vous dire que j'ai perdu confiance en Yan Xiaonan après son dernier combat, mais j'ai un peu perdu confiance en Yan Xiaonan après son dernier combat. Puis je le sais que ça ne devrait pas venir jouer ici parce que son dernier combat, c'était contre Carla Esparza qui l'a mopé au sol. Puis on s'entend que Marina Rodriguez va pas mal essayer tout sauf ça. Mais la façon dont j'ai comme vu Xiaonan genre, abandonner dans ce combat-là, juste comme se retrouver en dessous, puis être un peu désespéré, puis ne pas, je sais pas, man, il manquait quelque chose, il manquait de la détermination, il manquait,
c'est pas tant dur pour les gens de ne pas se faire finir par Carla Esparza, entre vous et moi. Oui, elle peut out-grapple, oui, elle peut faire beaucoup de choses, mais la majorité de ses victoires, c'est des split decisions, des majority decisions ou des unanimous decisions. La fille, la dernière personne qu'elle avait finish, c'était genre Tuck Rose en 2014, en finale d'Ultimate Fighter, dans le temps que Rose avait 3 combats professionnels, puis Esparza en avait genre 11. Fait que le fait qu'elle soit juste capable de take down Shannon, de même pogner un crucifix puis de la démonter complètement sans peu de résistance, ça m'a fait comme un peu perdre confiance en Yan Shannon. Puis j'ai l'impression qu'ici, elle va essayer d'avancer, elle va essayer d'être la personne intimidante, le bull un peu dans ce combat-là. Parce que oui, il faut se le dire, Yan Shannon, c'est un peu une version d'Olorama de Weili Zhang. C'est la personne qui veut arriver puis qui veut frapper le plus fort des deux puis qui veut être capable de s'imposer avec un beau gros takedown une fois de temps en temps. Elle n'a juste pas vraiment les capacités athlétiques que Weili Zhang ont. Fait que ça fait que c'est une version un peu pâle, mettons, de Weili Zhang. Puis Rodriguez, même si elle se fait takedown immensément facilement des fois, la fille est capable de scramble, de se relever, puis de recommencer ses attaques debout. Puis elle est très solide. Son Muay Thai est très beau, très, très technique et fondamental. Puis je vais la pique ici, juste comme sur le compte de leurs 2 défaites contre Carla Esparza. Il y en a une que ça a été une décision serré, voire même controversé. Puis l'autre, ben, elle s'est complètement fait mopper, détruire par Esparza. Donc, je vais aller avec un peu d'MMA maths. Je vais aller avec la chum Marina Rodriguez par décision. Ensuite, Nikolai Negumereanu contre Kennedy Nzechukwu. Puis, man, là, on rentre dans des combats un peu plus random. Negumereanu est étrange. Le gars, il est arrivé dans l'UFC, il s'est fait complètement défoncer par Saparbek Safara. Puis je me suis dit, c'est super contre lui, s'il ne gagnera jamais un combat dans l'UFC. Puis il a pris comme 2 ans de pause, peut-être même plus. Puis il est revenu, puis finalement, il n'est pas si mauvais que ça. Le gars est immensément tough aussi. Fait que ça fait qu'il capable d'hang in dans les fights. Puis contrairement à Nzechukwu, puis c'est pour ça que dirais j'ai plus de misère que je devrais en avoir dans ce combat-là, c'est que Nzechukwu, man, il commence tellement slow. Puis oui, il revient fort, puis souvent il réussit à finir ses adversaires même, mais Negumereanu est très, très tough et quand même un combattant potable dans tous les aspects du combat. Puis non, il n'est pas bon défensivement, mais Nzechukwu non plus. Puis j'ai l'impression que je vois un scénario où Negumereanu se prend une assez bonne avance dans ce combat-là. Puis là, tu as le chum Nzechukwu qui commence à revenir, puis n'est pas capable de revenir à temps. Basically, n'est pas capable de finir son adversaire en fin de combat, n'est pas capable de sortir le finish comme il le fait si souvent. Puis ça fait que, oui, il gagne le 3e round, mais a peut-être perdu les 2 derniers avant. Puis, honnêtement, si je check la fiche de Nzechukwu, souvent, c'est au 2e round qui se met vraiment en marche et qui réussit à overtake ses adversaires. Donc, je vais avoir tendance à le pick quand même ici parce que je suis vraiment peu inspiré par la game de Negumereanu, qui est vraiment le genre de gars qui fait tout bien, puis qui fait pas rien de mal, mais qui fait pas rien d'excellent non plus. Puis il est juste très, très tough et durable dans une division où le fait d'être tough et durable va t'amener quand même assez loin parce que le monde frappe tellement fort, ils sont tellement athlétiques à 205 livres que juste le fait d'être capable de ne pas te faire knocker, ça va te donner 15 minutes pour essayer de knocker ton adversaire. Puis plus souvent qu'autrement, tu vas être capable. Donc, je vais avoir une Nzechukwu quand même ici. Mais j'ai un petit concern qui va juste genre échapper la première moitié du combat bien raide puis qui va se mettre en marche trop tard ici. Mais en théorie, le gars devrait gagner. Ensuite, on a un sleeper fight sur cette carte-là. Marina Moroz contre Maria Agapova. Et puis pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a toute une rivalité entre ces 2 combattantes-là. Marina Moroz, c'est elle qui avait traité Agapova de UFC junkie, là, UFC crackhead, je m'en rappelle plus trop. Puis en tout cas, elle avait été quand même de graves accusations là, envers d'Agapova, comme quoi c'est une junkie puis qu'elle était complètement malade mentale. Puis tu sais,
honnêtement, si vous avez déjà vu le vidéo de Agapova qui se transforme en Karen, là, puis qu'il y a un doute dans son char, les fenêtres fermées, qui filme, puis elle a l'air bûchée dans la fenêtre, puis elle criait après, justement comme une Karen fâchée parce qu'elle est obligée de mettre un masque dans un Walmart. Là. J'ai tendance à croire que, je sais pas si Maria Agapova est une crackhead ou une junkie, mais j'ai tendance à croire qu'elle est un peu folle et malade mentale. La fille s'est fait kick-out de plusieurs gyms. Il y a une coupe de compte sur son cas qu'on pourrait, mettons, être porté à croire que c'est pas la personne la plus agréable à être alentour de. Puis Marina Morose, elle est juste allée publique avec ces accusations-là. Puis, genre, c'est ça qui me fait douter dans ce combat-là. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Marina Morose, c'est la meilleure puncher d'air dans toute l'UFC, on s'entend. Puis elle a un peu modifié son style, là, je vous dirais, ce qui a fait beaucoup de bien à sa game. D'ailleurs, parce que on se rappellera quand elle est arrivée dans l'UFC, Marina Morose, c'est la fille qui lançait comme 200 punches par fight, mais elle en lançait à peu près 150 at range où elle avait aucune chance de te toucher. Puis c'est pour ça que je l'appelle la meilleure puncher d'air de l'UFC. C'est la fille qui se tient à un range où elle ne peut pas t'atteindre, puis elle punch l'air, puis elle punch l'air devant toi, puis elle punch de l'air en masse, puis elle touche peut-être genre 15 fois dans le combat au total, mais elle a l'air super active, puis ça a souhaité des juges, auparavant, là, la Diego Sanchez technique, là. Mais elle a réussi à tomber down ça. Je ne sais pas si en maturant dans sa game, elle a maintenant une meilleure idée de c'est quoi le range qu'elle doit être. Puis la fille va plus avec des 1-2 puis des tentatives de takedown. Maintenant, c'est quelqu'un qui est capable de bien lire les attaques de son adversaire puis essayer d'être capable de lander des takedowns. Puis c'est comme ça qu'on l'a vu là, revenir, je vous dirais, sur la bonne voie. Pas qu'elle n'a jamais été vraiment sur la bonne voie, mais elle a commencé sa carrière avec une fiche de 3-3 dans l'UFC. Puis depuis ce temps-là, ben, elle a gagné ses 2 derniers combats, ce qui est bizarre, man, parce que si tu regardes sa fiche, elle a littéralement, présentement, là, elle est sur une séquence de 4 combats consécutifs annulés. Puis le temps qu'elle se batte, ses 2 derniers combats, là, elle a battu Sabina Mazo, puis elle a battu Mayra Bueno Silva. Mais entre-temps, là, elle a été bookée contre Veronica Macedo, Ariane Lipski, Poliana Botteno, Montana De La Rosa, Tyler Santos, Manon Fiorot, Luana Carolina, puis il n'y a aucun de ces combats-là qui est arrivé. Fait que dans ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ces 9 derniers bookings, elle s'est rendue à la cage 2 fois. Puis honnêtement, elle s'est rendue à la cage, là, des fois, c'était elle qui poulait out. Des fois, c'était son adversaire qui poulait out. C'est comme arrivé quand même souvent, là, je check ça en ce moment, là, quand même, genre, je dirais peut-être 5 fois sur 7 que c'est elle qui a pull out, mais quand même 2 fois que c'est son adversaire. Bref, ceci étant dit, Marina Moroz punch beaucoup d'air, s'est améliorée à ce niveau-là, inclut plus de takedown dans sa game, mais reste une combattante qui est principalement une decision fighter, puis qui va préférer avoir une approche plus composée, plus relaxe à la game. Maria Agapova, maintenant, ben, elle est capable d'être une complète wild woman, mais on l'a vu contre Shayna Dobson. Elle était tellement wild qu'elle s'est complètement gas out au premier round, puis elle a perdu contre pas une bonne combattante, là, pas une bonne combattante du tout. Puis ça va y prendre une coupe de win. Là. Oui, à son dernier combat, elle est arrivée contre Sabina Mazo, puis elle a vraiment été plus calme, plus composée, puis elle te l'a complètement outstriké. Puis c'est pas n'importe quoi, là, parce que Sabina Mazo est une très bonne combattante Muay Thai technique. Puis c'est pas un combat où justement Agapova est allée chercher des takedowns, puis des affaires comme ça, comme Moroz a réussi à faire contre Mazo. Moroz, c'est ça qu'elle a fait, elle a été chercher des takedowns. C'est ça qui ont vraiment aidé à gagner son combat contre Sabina Mazo. Agapova, c'est pas ça. Elle est complètement restée debout tout le long. Puis c'est ironique parce qu'elle l'a soumis. Là, au final, elle l'a battu contre par Rear Naked Choke. Mais, ça te montre juste à quel point qu'il est un peu sauvage quand elle drop quelqu'un. Puis la première affaire qu'elle pense, c'est qu'il saute au cou. Puis c'est ça qu'elle a fait avec Mazo dans ce combat-là. Elle a fait mal debout. Puis après, elle le saute au cou. Puis elle l'a soumis. Mais tout ça me porte à croire qu'Agapova se doit d'être favorite ici. Parce qu'on l'a vu contre une autre bonne striker technique. Puis si elle garde son calme, elle reste composed, elle est capable de facilement gagner ces combats-là. Mais on le sait qu'elle est émotionnelle. On le sait qu'elle est un peu on the edge. Puis
elle va se battre contre la fille qui l'a accusée publiquement d'être une junkie. Donc, est-ce que Agapova va juste comme arriver, là, puis va sauter un esti de câble, puis va tout faire en son possible pour finir Moros, puis va se gazer elle-même en essayant trop contre une combattante qui est durable, qui s'est jamais fait finir dans sa carrière? Ou même, est-ce que ça va tellement être émotif qu'elle va, genre, émotionnellement se brûler parce que, tu sais, elle va se battre avec tellement d'émotions que ça va la fatiguer plus rapidement dans ce combat-là? Ça, c'est un gros, gros X-factor ici. Puis si c'est le cas, Moros va gagner. Mais on dirait que j'ai de la misère à arriver ici. Puis après ce que j'ai vu d'Agapova quand ça va bien, puis quand elle reste calm and composed, elle devrait gagner ce combat-là. Fait que je vais avoir Agapova ici par décision. Mais tabarnouche, les chums. Laissez-moi vous dire que si elle arrive là et elle est émotive, elle va échapper ce combat-là complètement. Puis ça, j'en ai aucun doute. Ensuite, un autre combat qui m'intéresse beaucoup, Brian Keller, Umar Nurmagomedov. Puis ce combat-là m'intéresse beaucoup à cause d'Umar. J'adore Brian Keller. C'est un bon vétéran. Il est crafty. C'est quelqu'un que je trouve qu'il s'est bien adapté à son style de vétéran depuis qu'il est dans l'UFC. C'est quelqu'un qui est arrivé puis il commençait ses combats forts. C'est un all-power guy, là, Brian Keller. C'est rare qu'il lance un punch. Il ne met pas des choses dans les airs. Ce gars-là, c'est le genre de gars qui lance un jab, c'est un power jab. Lance un hook, c'est un power hook. Shoot un double, c'est un power double. Le gars, il va all-in sur chaque move, mais il avait tendance à beaucoup faire ça, puis un peu se fatiguer quand il est arrivé dans l'UFC. Puis là, je pense qu'il a vraiment settled in dans son rôle de vétéran, il laisse les gens venir à lui. Puis souvent, ça fait qu'il ne gagne pas vraiment les premiers rounds de ses combats, mais plus le combat avance, plus il se met dans son groove, puis qu'il réussit à sortir des comeback finish là, contre des très bons prospects comme Hunter Azure notamment. Mais tu ne peux pas slow start contre Umar, là, il va être immédiatement dans ta face. Puis le gars, il a le grappling d'un Nurmagomedov. C'est un Nurmagomedov de sang. C'est le cousin de Khabib. C'est un vrai membre de la famille. Puis, comme la majorité de ces nouveaux Russes là, de ce camp-là qu'on voit un peu arriver de partout récemment, c'est un bon striker, un très, très bon striker qui est mobile sur ses pieds, qui a une très belle kick game, qui sait bien de ses mains, puis qui surtout a un très bon understanding du MMA en général, puis des différentes phases. C'est justement quelqu'un qui va essayer un takedown sur toi, puis s'il voit qu'il n'y aura pas son takedown, il va aimer mieux relâcher puis te blaster avec une shot en se défaisant du clinch, comme un peu Daniel Cormier comme contre Stipe Miocic, des choses comme ça. C'est quelqu'un qui utilise beaucoup de ça, qui va essayer de te grapple. Quand il voit que son opportunité de grappling ne marche plus, va sortir du clinch puis te striker automatiquement on the break pour essayer de te surprendre. C'est un excellent combattant. C'est un j'ai fait ma liste de prospects cette semaine. C'est mon 3e meilleur prospect en MMA après Cyril et Hamzat. Là. Littéralement, ce gars-là, dans la division des 135 livres, qui est probablement rendu la meilleure division en MMA. J'ai quasiment envie de dire ça. Bien que 155, ça va toujours être dur à battre, mais si c'est pas 155, la meilleure division présentement, c'est 135. Puis lui, il est dans cette division-là. Puis je pense qu'il y a des très bonnes chances de devenir champion un jour, même si va falloir qu'il passe à travers de genre Sandhagen, puis Peter Yan, puis la liste de complets tueurs qu'il y a dans cette division-là. Fait que j'ai beaucoup d'espoir pour Umar. Je pense qu'il va être dans la face de Keller puis, dès le début, puis qu'il va profiter justement du slow start de Brian Keller pour juste ne pas lui laisser voir un deuxième round. Fait que j'ai Umar first round submission. Ensuite, un collègue de Umar Nurmagomedov, Tagir Ulanbekov, face à Tim Elliott. Puis les chums, c'est plus fort que moi, je pique Tim Elliott dans ce combat-là. Parce que je pense que Tagir a perdu son dernier combat. Puis il l'a perdu en étant le combattant offensif du début à la fin qui amenait le combat au sol, mais contre Alan Nascimento qui était juste excellent dans sa garde puis qui provoquait des choses, des submission attempts, des sweeps. Puis il a vraiment réussi avec ses habiletés de scrambler à mettre Tagir dans des mauvaises situations. Puis selon moi, il méritait de gagner. Là. Alan Nascimento méritait de gagner son combat face à Tagir Ulanbekov qui, un peu comme Islam Mamedov, qui est un autre de ses training partners d'ailleurs, récemment au Bellator, le gars, oui, il y avait les takedowns, il y avait le top control, mais il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas les strikes, il n'y avait pas les submission attempts, il n'y avait pas les sweeps, il n'y avait pas les passages de garde. C'est fait mettre dans des mauvaises positions. Puis autant Tagir a gagné ce combat-là face à Nascimento, ben Mamedov a perdu
C'est exactement le même combat-là face à Benson Anderson. Puis, tu sais, Tim Elliott, c'est ça que c'est, là, un bon grappler qui scramble. C'est ça que c'est la gimmick de Tim Elliott. Oui, il arrive debout, puis il a son mouvement bizarre qui s'estompe après un demi-round. Puis... Mais j'ai l'impression que le fait qu'il est rendu avec James Krause, c'est comme... Il est bon pour prendre un combattant déjà comme complet, puis vraiment le peaufiner, puis dire ah non, ça, peut-être tu devrais essayer de moins faire ça un peu dans ta game, je pense pas que ça te sert. Puis oh, ça, cet aspect-là de ta game, par exemple, tu devrais plus t'en servir. Puis il est vraiment bon pour prendre des fighters qui sont déjà expérimentés, puis les guider dans ce qui est le mieux pour eux. Puis honnêtement, je pense que Tagir Ulanbekov s'il sert de sa lutte dans ce combat-là pour ne pas aller au sol avec Tim Elliott, puis qu'il garde au bout d'un jab at range. Ça, c'est l'autre affaire, c'est qu'Ulanbekov n'est pas assez actif debout. Mais s'il réussit à rendre ça super plate, puis à garder ça debout, puis à jabber Tim Elliott, puis à ne pas aller au sol avec lui, je pense qu'il va gagner ce combat-là. Mais je pense que c'est plus fort que lui de lutter. C'est un élève de Khabib. Ça va être plus fort que lui de lutter. Le gars va se retrouver dans toutes les situations possibles du monde avec Tim Elliott, puis je pense que Tim Elliott va l'out-scramble, puis va gagner. Fait que je pique Tim Elliott dans ce combat-là. C'est de même que ça se passe, les petits chums. Et ça nous mène à Devontae Smith, Ludovic Klein, et puis je trosse pas aucun de ces deux combattants, là, les gars. Genre vraiment, là, je ne les trosse pas. Devontae Smith, c'est un bon boxeur qui va essayer de rester pas at range, mais comme en mid-range, là, pas dans la pocket, mais pas genre at kicking range, donc plus direct dans middle range, puis va essayer de counter avec. Tu sais, il y a quand même des beaux counters, il est slick, il est rapide, il est agressif, il est rapide, il est athlétique, c'est ça que je voulais dire. Il génère du bon power. C'est un bon fighter, mais il n'a pas le meilleur des mentons. Puis le fait de se retrouver à mid-range, puis de ne pas être nécessairement le meilleur feinteur ou le meilleur combattant défensif, ça fait qu'il se fait toucher en retour. Puis des fois, il n'est juste pas vraiment capable de prendre les choses qu'on le touche avec. Puis Ludovic Klein, lui, c'est bizarre parce que c'est un one shot at a time fighter et tout. Lui, il aime se battre à mid-range, mais à kicking range aussi. Puis tu le regardes, puis il fait des affaires que t'es genre, oh, il n'y a pas, mettons, ses patterns de striking, ses combinaisons qu'il aime utiliser. C'est pas des choses que tu vois souvent. Fait que quand tu fais juste le regarder pendant 30 secondes, t'es genre, ah, il est vraiment créatif, ce fighter-là. Puis tu le regardes pendant genre 5 minutes, t'es genre, ah, c'est pas pire. Puis tu le regardes pendant un combo complet, puis t'es genre, ouais, dans le fond, il fait que les mêmes affaires, ce gars-là. Ça a l'air créatif au début parce que tu ne vois pas souvent ça, mais quand tu t'habitues à son style, tu te rends compte qu'en dehors des 5-6 affaires qu'il fait, il n'y a comme pas grand-chose. Mais il s'est jamais fait finir, puis il frappe assez fort. Devontae Smith frappe assez fort, mais c'est déjà fait finir. Je vais y aller avec le plus durable des deux combattants pour gagner cette fight-là par TKO. J'ai donc Ludovic Klein. Et ça nous mène au premier combat de la soirée, qui est, selon moi, un des meilleurs combats de la soirée. Dustin Jacoby, Mikhail Oleksiejczuk. Puis c'est excellent parce que tu as vraiment le bon striker technique composé en Dustin Jacoby qui affronte le gars qui va être vraiment moins bon que lui techniquement, mais qui est un asti de malade, qui va mettre la pression, puis qui est immensément durable. Mikhail Oleksiejczuk, même s'il est bizarre à 205 livres, parce que d'après moi, le gars pourrait faire welterweight. Je ne vous cache même pas, ce gars-là descend à 185 livres, puis il n'est même pas un gros middleweight dans la division, mais il est tellement tough, puis il frappe quand même fort pour un petit gars comme ça, puis il est juste hard-nose, puis il avance, puis il s'en fout, lui, il va manger tes shots, puis il va te frapper en retour, puis ça marche contre beaucoup de gens parce qu'il est capable de les overwhelm, puis on s'entend que le gars Stank à 205 livres n'est pas le meilleur là, en général, fait que souvent il va outlast ses adversaires comme ça, mais Jacoby, il va sûrement échapper le premier round ici parce qu'il va essayer de vraiment, comme un bon kickboxer censé, il va essayer d'obtenir toutes ses reads, puis d'essayer de mettre des choses out there pour essayer de construire là-dessus plus tard, ce qui fait que d'après moi, il va probablement pas gagner le premier round, mais il risque de se mettre à outstriker Oleksiejczuk là assez sévèrement pour les rounds 2 et 3. Fait que j'ai pas le choix de pick Dustin Jacoby ici, mais ça va être un bon combat. Ça va être, d'après moi, un combat qui va durer 15 minutes parce que Jacoby, il a tout
il fait tout assez bien, mais c'est pas un gars qui a beaucoup de power, puis qui est un très bon finisher, je vous dirais, à 205 livres. Donc, d'après moi, on va avoir les 15 minutes pour voir Alexei Chuck passer proche de faire plein d'affaires qui vont marcher, même si ça marchera peut-être pas à 100%. Fait que j'ai Jacoby par décision. Ça conclut mes analyses et prédictions. Ça a été quand même long, mais c'est une bonne carte. Je pense que pour une fois qu'on a des combats qui sont le fun et qu'on a des choses à dire sur ces combats-là, c'est le fun de prendre le temps. Donc, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Laissez-moi un like, abonnez-vous à MMA Talk. Soyez là sur YouTube et Facebook pour notre live. J'étais avec Greg et Bégin samedi. Carabine va être un show de kickboxing à Montréal, donc il sera pas avec nous. Fait qu'on va voir Bégin qui va arrêter d'être genre off-camera puis de lâcher des calls. Là, il va être on camera avec un micro, puis il va lâcher des calls, puis vous allez les entendre. Fait que soyez là avec nous, on check ça ensemble, les petits chums, puis